Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, et l'actu cette semaine ça a été principalement monopolisé par les suites de ce qui s'est passé avec la présentation d'AMD au Computex des Ryzen 7000 et de la plateforme AM5, et du damage control auquel on a eu le droit depuis. Donc on va en parler, allons-y, c'est parti. Alors, on commence avec MSI, et du côté de chez MSI, eh bien, on nous a annoncé plusieurs trucs, mais ce qui m'intéressait en premier, eh bien, c'est qu'ils nous ont annoncé un nouveau moniteur. Donc, c'est un moniteur en 34 pouces, en ultra-wide, mais ce qui est particulièrement intéressant ici, eh bien, c'est que du coup, MSI, ce sont les seconds à nous proposer, dans un futur proche, des moniteurs en QD OLED. Alors, ça ressemble énormément au moniteur de chez Alienware qui a été proposé dernièrement. C'est très certainement la même dalle à la base, mais aussi, pourquoi pas, espérons, soyons fous, un prix un petit peu plus bas aussi. Puisque bon, l'écran de chez Alienware a eu des reviews plutôt bonnes dans l'ensemble, même s'il n'est pas parfait. Par contre, ce qui est certain, c'est que la technologie QD OLED, c'est probablement la plus intéressante actuellement pour un bon compromis au niveau de l'OLED, pour un usage en tant que moniteur pour PC. Par contre, à 1300 balles, c'est vrai que c'est quand même relativement cher, même si pour un moniteur en QD OLED, le prix est au final plutôt cohérent avec ce qu'on retrouve au niveau des télés OLED de chez LG par exemple. Dans l'ensemble, c'était relativement proche, mais bon, si on a d'autres constructeurs qui arrivent sur le marché de ce type de moniteur, on peut espérer que les prix aillent du coup un petit peu plus vers le bas. Et pour continuer chez MSI, alors MSI nous annonce une carte graphique spéciale Assassin's Creed Valhalla, une RTX 3080 10 Go, et là j'ai envie de dire, est-ce qu'on a fait un retour dans le passé de 2 ans? Je sais pas, mais ça me paraît un petit peu étrange ici. Ça arrive vraiment très très tard et je vois pas trop l'intérêt, le jeu est sorti depuis perpète, les cartes graphiques également, et en plus elle est pas très jolie, j'avoue que le niveau des couleurs, je trouve ça quand même particulièrement laid. Bon, après, le tarif reste à voir, bien évidemment, mais personnellement je vois pas trop, je comprends pas le délire. Toujours côté GPU et des GPU chinois, alors ils nous font des petites chinoiseries en ce moment, ça fait un moment qu'ils le font. Si vous allez faire un tour sur le site Taobao, qui est un site de revente de matériel en Chine, vous pouvez très probablement essayer de mettre la main sur des RTX 3060 ou 3070 qui sont fabriqués à partir de puces qui sont normalement destinées pour les PC portables. Et comme vous le voyez ici, vous pouvez vous retrouver avec une 3070M sur un GPU pour PC de bureau. Ils font également la même chose avec des 3060, qui fait qu'on retrouve des 3060 à 6 Go en modèle PC de bureau, ce qui normalement n'existe pas. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était fait particulièrement pour contourner le LHR, ce qui a amené un certain intérêt bien évidemment pour les mineurs de crypto, mais depuis que ça s'est un petit peu cassé la gueule, on a beaucoup de ces cartes en vente actuellement, et c'est pas très compliqué de mettre la main dessus en Chine. Après, la grande question qui est posée ici, et qui est plutôt valide, je pense, c'est pourquoi est-ce qu'NVIDIA ne fait absolument rien à ce niveau-là, puisque c'est très clairement un détournement de l'utilisation qui est censée être faite de tous ces GPU, c'est pas censé arriver ce genre de choses. D'autant plus que ça prive très certainement certains revendeurs de laptops beaucoup plus legit, qui n'arrivent pas peut-être à mettre la main sur les puces qu'ils voudraient bien avoir, vu que une partie d'entre elles sont détournées en cartes pour minage de crypto. Après, moi, je vous avoue que je suis plutôt curieux de voir ce que ça donne, ces cartes-là en e-gaming, si tout fonctionne bien, si tout se passe bien. Si j'arrive à mettre la main dessus un de ces quatre, ça pourrait être intéressant. Et on enchaîne côté rumeurs avec la semaine dernière, une paire de rumeurs concernant un possible refresh des consoles actuelles, avec une nouvelle version de la série S et X, donc des versions Pro, on va dire ça comme ça, et d'une PS5 Pro aussi. Et la fuite en question provient en fait de chez TCL, TCL qui est un fabricant de télé, qui nous expliquait dans sa présentation que la génération 9.5 était possiblement en route, et qu'au niveau des performances, comme les consoles actuelles c'était un cran en dessous de la 6700 XT, les futures consoles de 2023-2024, le refresh pourrait être lui basé sur la 7700 XT. Je pense qu'il y a pas mal d'estimations de la part de chez TCL. Qu'il y ait un refresh, qu'il y ait une version pro des consoles actuelles, ça me surprendrait pas plus que ça. Par contre, au niveau du GPU qui est choisi, est-ce que c'est vraiment la 7700 XT? Je dirais, on ne sait pas encore. Par contre, ce serait très probablement basé sur Navi 33.
Alors un dérivé de Navi 33, ce serait intéressant, tout simplement parce que Navi 33, dans le line-up des Radeon 7000 de chez AMD qui va débarquer, c'est la seule puce qui soit en monolithique, qui ne soit pas en multi-chip. Donc c'est aussi la seule puce qui sera fabriquée sur le 6 nanomètres de chez TSMC et non pas sur un mix du 5 et du 6. Et ce serait aussi très probablement les puces les moins chères. Donc pour les fabricants de consoles, ce serait très certainement le type de puce qu'ils rechercheraient plus que les puces encore plus haut de gamme, qui elles seraient plus réservées pour les cartes graphiques haute performance. Bref, dans l'ensemble, ça paraît pas impossible, ça fait quand même un bon moment qu'on entend parler de possibles refresh ou de nouvelles versions de certaines de ces consoles. Que ça débarque en 2023-2024, je ne serais pas spécialement surpris. Et on continue avec MSI qui nous a aussi montré la semaine dernière des photos du chipset, le dual chipset d'AMD qu'on devrait retrouver sur le X670 et le X670E, puisque pour rappel, les chipsets haut de gamme de chez AMD ici seront basés sur deux puces, donc ça devrait ressembler un petit peu à ça, contrairement au B650 qui lui devrait avoir uniquement un chipset simple. Donc ça prend évidemment plus de place qu'auparavant sur la carte mère, bon ça c'est pas très gênant. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'apparemment il n'y aurait pas besoin de refroidissement actif comme c'était le cas sur le X570. Et bien ici apparemment avec un gros radiateur ça devrait faire l'affaire, pas besoin de ventilateur en plus. Ce qui est toujours une bonne chose, les petits ventilateurs. Bon, même si sur la X570 c'était plutôt discret, ça s'entendait pas vraiment. On sait qu'à un moment ou à un autre, ça peut crever. Un radiateur, par définition, c'est plutôt increvable. Et on continue avec ce qui a fait beaucoup parler la semaine dernière, c'est la présentation des Ryzen 7000 et de la plateforme AM5, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait beaucoup parler, et pas forcément en positif, qui a amené très certainement tout de suite derrière à pas mal de prises de parole du marketing d'AMD en mode on essaye de réparer un petit peu la boulette. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé du côté marketing chez AMD à la base dans cette présentation, mais dans l'ensemble c'était quand même hyper maladroit. Puisque depuis cette présentation, on a eu le droit à pas mal d'éclaircissements et de mises au point de la part d'AMD sur certains détails qui faisaient quand même un petit peu tâche et aussi quelques revirements sur certains autres points. Donc très clairement, pour moi c'est du gros n'importe quoi, ce qui se passe depuis une semaine du côté de chez AMD, et ça pose quand même pas mal de questions. Alors, premier point, c'est au niveau de la consommation. C'est toujours pas très clair, je trouve, à l'heure actuelle. Sur scène, AMD nous avait annoncé une consommation des processeurs relativement classiques, pouvant aller jusqu'à 125 watts avec un total package power pouvant aller jusqu'à 170 watts, avec overclocking et compagnie. C'est ce qu'on avait entendu dire jusqu'ici. On avait aussi eu des confirmations à ce niveau-là de la part d'AMD. Jusqu'à il y a 2 jours, où on nous dit maintenant qu'on pourrait aller jusqu'à 170 watts de TDP, avec un PPT pouvant aller jusqu'à 230 watts. Faudrait savoir, AMD, pourquoi est-ce que les specs changent d'une semaine à l'autre, quelques jours après la présentation officielle. Personnellement, je trouve que ça sent quand même le gros cafouillage, et c'est de la vraiment mauvaise com. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les processeurs d'AMD de la future génération ? Eh bien, c'est qu'on pourrait très certainement retrouver des processeurs qui consommeront beaucoup plus qu'auparavant, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé avec Intel, avec par exemple le 12900K qui consomme environ effectivement 230-240 watts lui aussi. Encore une fois, on assiste à cette fameuse bataille de zizi, que ce soit sur les processeurs ou les GPU, avec les consommations qui explosent, pour dire de garder la couronne des performances ou de la reprendre. Bon, on voit qu'AMD s'aligne sur la concurrence des deux côtés, que ce soit sur les CPU ou les GPU. Personnellement, je serais toujours plus intéressé par les processeurs ou les GPU qui consomment moins, et qui sont beaucoup plus efficaces dans l'ensemble plutôt que les monstres de puissance. J'ai pas envie d'avoir un chauffage en plus dans ma pièce. Sinon, au niveau des éclaircissements qu'on a eu de la part d'AMD aussi, apparemment la fréquence de 5.5 GHz dans la démo qui avait été faite sur Ghostwire Tokyo, c'était sans overclocking et sans besoin de refroidissement spécifique. C'était un water cooling de 280 relativement classique. Ce qu'ils ont précisé également, le mec du marketing, donc on peut aussi prendre ça avec des pincettes, c'est que les 5.5 GHz c'était atteignable assez facilement sur les modèles d'Engineering Sample, sur les modèles de pré-série. Donc on devrait normalement retrouver plus de 5.5 GHz assez facilement dans le commerce aussi. On nous a aussi dit que le doublement du cache de niveau 2 sur les Ryzen 7000 devrait apporter un gain en IPC.
Bon, pas de grosse surprise là-dessus. Au niveau des lignes PCI Express génération 5, il y en aurait 28 sur le processeur, dont 24 utilisables par le système ensuite. Au niveau de l'Infinity Fabric, on nous parle ici de fréquence 1 pour 1 avec la mémoire, très certainement, même si ici on nous donne pas de fréquence. Bon, du coup ça veut pas dire grand-chose. Par contre, c'est un petit peu plus intéressant, c'est que les B650 devraient supporter l'overclocking classique comme les B550, puisque pendant la présentation, hein, il était précisé overclocking sur le X670E et sur le X670, mais il n'y avait pas mention d'overclocking sur le B650, que pas mal de monde avait relevé. Personnellement, comme ça m'intéresse pas des masses, j'avais pas fait gaffe, mais effectivement, on devrait pouvoir overclocker avec le B650 aussi. Au niveau de la partie graphique intégrée au processeur maintenant, hein, puisque sur les Ryzen 7000, il y aura bien une partie graphique intégrée sur chaque processeur. Hein. Donc ce ne sera pas comme sur les processeurs d'Intel, où on peut avoir la partie graphique d'intégrer ou non pour une segmentation différente. Ici, normalement, ça devrait être intégré à chaque processeur. Et cette partie graphique devrait permettre l'encodage, décodage, à l'instar de ce qui se passe avec les parties graphiques intégrées chez Intel. Et ce qui pose de plus la question, je trouve, par rapport à la 6500 XT, qui, elle, ne supporte pas l'encodage vidéo hardware. Quand on voit que la partie graphique minuscule intégrée sur un processeur devrait pouvoir le faire. Bon, la 6500 XT quoi. Et ce qui avait aussi fait pas mal parler la semaine dernière, c'était juste les performances de ces futurs Ryzen 7000, puisque ce qui avait été annoncé par AMD sur scène, c'est-à-dire en single thread, plus que 15% de performance en plus par rapport au Ryzen 5000, c'était dans l'ensemble vu comme plutôt insuffisant par rapport à la concurrence, puisque déjà actuellement, Alder Lake fait pas loin de ça par rapport au Ryzen 5000 en single thread au niveau de l'IPC. Et comme on sait qu'Intel devrait arriver lui aussi en fin d'année avec la génération 13, Raptor Lake, on en a entendu parler cette semaine d'ailleurs, la 13e génération chez Intel devrait débarquer elle aussi en octobre, donc probablement juste après la sortie d'AMD avec son AM5. Et de ce qu'on a déjà entendu dire sur ce futur Raptor Lake, c'est qu'au niveau de l'IPC, Intel nous avait annoncé un gain avoisinant les 10%, même si ce sera très probablement un petit cran en dessous. Si ça fait environ 10% de perf en plus avec une augmentation de la fréquence de la part de Raptor Lake qui est attendue également, plus du cache en plus et des petits corps en plus, en toute logique, la comparaison avec les Ryzen 7000 devrait être relativement compliquée, même si, encore une fois dans l'ensemble, je pense que les deux générations de processeurs seront très proches l'une de l'autre au niveau des performances. Et quoi qu'il arrive, que vous achetiez l'une ou l'autre, ce sera du très bon matos à n'en pas douter. Mais bon, pour faire très simple, le mec de chez AMD la semaine dernière est revenu aussi sur cette histoire de performance en disant que grosso modo, les 15% dont ils ont parlé, c'était l'estimation, on va dire, basse de ce qui serait possible avec les futures générations de processeurs chez AMD, mais qu'en toute logique, les performances devraient être bien meilleures que ça, particulièrement en multithreading. Par contre, en single thread, à mon avis, on devrait pouvoir rajouter environ 4-5% de plus, donc on devrait plus tourner aux alentours des 20% de perf en plus par rapport à Zen 3. Alors après, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'AMD nous ferait le coup, La plupart du temps, ils nous annoncent un niveau de performance avant la sortie, un petit peu quelques mois à l'avance, et après, juste avant la sortie, ils font un réajustement à la hausse, avec des performances meilleures que ce qu'on attendait jusqu'ici. Alors après, j'ai envie de dire, c'était une stratégie qui fonctionnait quand AMD était plutôt challenger par rapport à Intel, puisqu'avec Zen 2 et Zen 3, ce qu'attendaient les fans d'AMD, on va dire, c'était qu'AMD rattrape son retard par rapport à Intel. C'est ce qu'ils ont fait avec Zen 2 particulièrement, et ensuite avec Zen 3 où ils sont passés devant. Par contre, là, maintenant, arrivé en disant juste, on va faire aussi bien qu'Alder Lake, qui est sorti depuis maintenant pas loin d'un an, ça paraît plutôt insuffisant pour la plupart des amateurs de matos, puisqu'on sait qu'en plus, Intel va débarquer tout de suite après avec mieux. Donc ça paraissait un petit peu borderline, et je peux le comprendre, et même moi. Si on s'en tient aux chiffres made in AMD, c'est plutôt décevant dans l'ensemble, surtout qu'on se doute que les tarifs devraient être aussi plus élevés que ce que l'on connaît actuellement sur les Ryzen 5000. Alors j'ai plus exactement les chiffres en tête du mec de chez AMD, mais dans l'ensemble, il me semble que c'était plus que 15% effectivement en ce qui concerne le single thread. Et en multithreading, il me semble qu'il avait dit que ça faisait 40% de mieux que Zen 3.
Bon, quoi qu'il arrive, il devrait y avoir un gain de performance appréciable des deux côtés, que ce soit chez AMD ou Intel. Je pense que le matériel sera de toute façon très bon. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, ici, ce sera plus le tarif. Puisque côté AM5, ce sera DDR5 obligatoire, ce sera nouvelle plateforme obligatoire. De tout ce qu'on entend, les cartes mères devraient coûter probablement plus cher, puisque le chipset B650 ne devrait pas sortir en même temps que les processeurs. Donc pour avoir des trucs meilleur marché au niveau carte mère, ça devrait arriver par la suite. Et personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment un bon calcul de la part d'AMD de partir sur ce type de configuration, puisqu'ici, la concurrence de la part d'Intel est bien plus intéressante. Au niveau de la plateforme, déjà on sait que les cartes mères actuelles vont fonctionner aussi avec les processeurs de 13e génération chez Intel. On a accès à la DDR4 et à la DDR5, et les processeurs en eux-mêmes chez Intel, au niveau tarifaire, ils ont un placement quand même plutôt agressif. Donc reste à voir l'annonce des tarifs de la part d'AMD et au niveau de sa gamme, comment elle va être découpée et à quel tarif, mais on se doute bien qu'Intel pourrait arriver juste derrière et mettre un gros taquet et un bon coup de pression, puisque la plateforme en elle-même risque d'être bien meilleur marché du côté de chez Intel pour ce coup-ci. Et j'ai quand même l'impression qu'au niveau du marketing, c'était très mal joué de la part d'AMD. Je pense qu'ils auraient plutôt dû mettre l'accent sur la durée de vie de la plateforme AM5, de nous dire ça devrait tenir pour 3 ou 4 générations de processeurs, plutôt que de nous annoncer des cartes mères très haut de gamme qui risquent de coûter très cher. Bon, c'est cool d'avoir des options, mais ce qui intéresse les consommateurs, et ce qui avait fait la force de la plateforme AM4, c'était sa longévité, là où les plateformes chez Intel, généralement, c'est 2 générations et on passe à la suite. Puisque concrètement, la personne qui va vouloir investir dans une nouvelle plateforme à la fin de l'année, s'il veut le meilleur placement performance-prix, ce sera en toute logique très certainement chez Intel que ça va se passer, même si la plateforme qui durerait le plus longtemps, ce serait la M5, et bien là, pour cette fin d'année, ça paraîtrait très certainement la moins intéressante des deux malgré tout, puisqu'elle risque de coûter quand même beaucoup plus cher. Mais si on avait eu une certaine garantie de durée de vie de la plateforme AM5 dans l'ensemble, comme ils avaient pu le faire au moment du lancement de la plateforme AM4, AMD nous avait dit, si vous achetez la plateforme AM4, vous aurez des upgrades de processeurs jusqu'en 2020. Bien on voit que ça a tenu même jusqu'en 2022. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait la même chose en ce qui concerne la M5 ici. On va attendre d'en savoir plus, même si je trouve que niveau communication, c'était vraiment très mauvais. Et c'est un petit peu un des gros problèmes d'AMD dans l'ensemble, c'est qu'au niveau marketing, la plupart du temps, c'est quand même la catastrophe. Mais bon, à mon avis, vu ce qui s'est passé, vu que les commentaires dans l'ensemble étaient plutôt négatifs sur cette présentation, AMD, en toute logique, devrait reprendre la parole d'une façon ou d'une autre assez rapidement pour éclaircir certains points, tout du moins j'espère qu'ils le feront, puisque ça va être 2-3 mois assez compliqués jusqu'à la présentation officielle de la gamme Ryzen 7000, qui, je l'espère, sera un petit peu mieux que ce qui s'est passé ici. Bref, voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. J'espère qu'il y a des informations intéressantes pour vous dans le lot. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!